Bonjour à tous. Très agréablement surpris d'avoir autant de personnes devant moi. Ça fait plaisir. Déjà, je voulais remercier les personnes qui m'ont invité, Marie-Ève, avec qui j'étais en contact pour venir aujourd'hui. Donc, c'est avec grand plaisir que je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu de quelque chose que vous avez entendu peut-être parler ou des choses que vous n'avez pas encore entendu parler. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme et la bio-inspiration. Et en fait, voir un petit peu comment le regard qu'on peut avoir vis-à-vis du vivant peut changer l'appréhension que l'on a d'innover et essayer d'innover un petit peu autrement en tenant compte de l'impact que ça peut avoir sur le milieu naturel. Alors, comme ça a été dit, je suis Laurent Billon. Je suis professeur à l'Université de Pau. Et déjà, avant de commencer, je voulais déjà poser un petit peu quelques définitions. C'est important parce que quelquefois, même moi, je peux être amené à parler de biomimétisme, de bio-inspiration. Et en fait, il y a quand même des normes, des définitions qui ont été données grâce à des normes ISO. Et la bio-inspiration, c'est le premier niveau, je dirais, que l'on peut percevoir. Donc la bio-inspiration, c'est une approche, comme c'est marqué, créative, qui est basée sur l'observation des systèmes biologiques. Dans biomimétisme, bio-inspiration, vous avez bio. Donc en fait, l'idée, c'est aussi de remettre le vivant au centre de toutes les innovations futures. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on a perdu de vue que l'homme fait partie des systèmes biologiques et n'est qu'une espèce biologique parmi toutes les espèces biologiques. Et donc, il est important de voir que le vivant, qui a quand même près de 4 milliards d'années d'évolution, a pu développer, à travers les ans, a pu développer des systèmes qui sont performants, qui sont résilients, qui ne vont pas forcément être efficaces, mais qui vont être optimisés. Et donc, le vivant peut être une source, ou d'après moi même doit être une source, d'inspiration pour le développement de futures technologies ou de futures innovations. Donc, la bio-inspiration, c'est simplement aller dehors, ici par exemple, dans l'herbe, et puis aller observer ce qui se passe et voir quels sont les matériaux, quels sont les comportements des écosystèmes. Et donc ça, c'est vraiment une observation directe de la nature, des systèmes vivants, des systèmes biologiques. La biomimétique, c'est quelque chose qui est un petit peu différent, et ça aussi, c'est un point sur lequel je voudrais vraiment focaliser mon intervention. C'est une coopération interdisciplinaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, vous, les futures générations, il faut vraiment que vous intégriez ça. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand vous allez en cours avec un prof de maths, vous allez en cours avec un prof de physique, chimie, mais il va faire de la physique ce jour-là, il fera la chimie demain ou après-demain. Vous allez aller en cours avec un prof de bio, vous allez aller en cours avec un prof d'économie, ou peu importe. Vous allez aller en cours de quelque chose. Et ce de quelque chose, en fait, c'est quelque chose il faut arrêter, ou il faudrait arrêter, de penser de manière unilatérale par pilier. Donc ça, le biomimétique ou le biomimétisme, c'est vraiment ce que ça tend à faire, c'est-à-dire faire coopérer toutes les disciplines, qu'elles soient scientifiques, mais pas seulement scientifiques, hein. Ça peut être aussi des sciences sociales, des humaines, ça peut être des sciences de l'économie, ça peut être du droit, vous verrez des projets, je vais vous parler d'un projet qui associe un petit peu tous ces aspects. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui est intégré dans la bio-inspiration, dans le biomimétisme. Donc c'est une coopération interdisciplinaire de la biologie et de la technologie. Donc encore une fois, la biologie est au cœur de ça. Moi, je ne suis pas un biologiste, hein, je suis un chimiste de formation, mais on s'aperçoit que si on veut développer quelque chose innovant, réellement innovant et qui tient compte en fait de l'impact que ça peut avoir, il faut vraiment intégrer une notion de biologie ou d'autres domaines d'innovation dans le but de résoudre des problèmes pratiques. Donc la biomimétique, c'est ça. Vous avez une problématique technologique, ou le biomimétisme, et vous allez essayer de répondre par des outils ou par des concepts biologiques pour répondre à cette problématique technologique. Alors bien évidemment, les concepts de biologie doivent ensuite faire appel à des concepts de physique, à des concepts de maths, à des concepts de chimie, parce que dans le vivant, vous avez de la physique, dans le vivant, vous avez de la chimie, vous avez des maths, il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Donc ça, et par le biais d'une analyse fonctionnelle, et donc ça c'est quelque chose qui est important, des systèmes biologiques, de leur abstraction, et je vais vous montrer un petit peu rapidement un processus biomimétique ou de biomimétisme, un modèle, ainsi que le transfert et l'application de ces modèles à la solution. Donc ça, c'est la biomimétique, c'est vraiment quelque chose qui est très technologique. C'est vraiment basé sur de l'innovation avec au cœur la biologie et l'abstraction des fonctionnalités biologiques
qui vont être ensuite intégrés dans des processus physiques, des processus mathématiques ou des processus chimiques. Mais encore une fois, c'est une approche très techno d'innovation. Le biomimétisme, c'est plus une approche, on va dire, philosophique, avec des approches conceptuelles toujours interdisciplinaires. Donc là, on est vraiment toujours dans l'interdiscipline, avec pour modèle toujours la nature, les systèmes biologiques, les systèmes vivants, afin de relever les défis du développement durable, c'est-à-dire en y intégrant des problématiques sociales, environnementales et économiques. Donc ça, vous voyez bien qu'ici, le cœur de tout ça, de tout la bio-inspiration, la biomimétique, le biomimétisme, c'est vraiment intégrer des approches multi- et interdisciplinaires. Et donc, il faut arrêter de penser simplement en termes de physique, en termes de mathématiques, ou en termes de biologie, ou en termes de sciences économiques, par exemple. Donc, bien évidemment, c'est difficile. C'est difficile parce que pour avoir une connaissance, je dirais, approfondie dans tous ces domaines-là, c'est quasiment impossible. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler la plupart du temps en équipe. Il faut travailler de manière interdisciplinaire avec des collègues. Il faut monter des groupes projets de manière à pouvoir faire fédérer toutes ces compétences-là. Alors, ça n'empêche que vous pouvez avoir une thématique majeure qui est celle que vous allez maîtriser le plus, et puis après, vous intéresser à des thématiques qui vont être mineures. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je suis un chimiste de base, ça fait 25 ans que je fais de la chimie, mais je m'intéresse de plus en plus au processus biologique. Vous allez voir que je vais vous montrer de la physique. Donc, il faut essayer comme ça de maîtriser quelques outils, pas tous les outils, mais des outils de base qui vous permettent d'associer toutes ces techniques-là, tous ces enseignements-là. Alors, quand on parle de processus biomimétique, en fait, c'est un processus d'itération, et c'est un processus qui a pour objectif, déjà, dans un premier temps, d'analyser quel est le problème technologique, quelle est l'innovation que vous voulez développer. C'est quoi votre problème? C'est quoi que vous voulez résoudre comme problème? Et donc, à partir de là, vous allez faire une abstraction du problème technique. Et de ce problème technique, vous allez le transposer à la biologie. Comment la biologie, comment les systèmes vivants ont fait pour répondre à cette problématique-là? Et ensuite, une fois que vous avez transposé à la biologie, vous allez pouvoir identifier des modèles biologiques, vraiment concrètement. Vous voulez favoriser la pénétration, je dirais, d'un bateau en milieu marin, vous voulez réduire la traînée d'un bateau, mais vous allez vous inspirer d'un requin. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà connues. Et donc ça peut être un système biologique. Et ensuite, ce système biologique, vous allez voir comment la biologie a fait pour résoudre cette problématique-là. Comment ce système biologique a répondu à la problématique que vous aviez, et donc sélectionner les modèles biologiques. Une fois que vous les avez sélectionnés, vous regardez la stratégie, l'abstraction de la stratégie du système biologique pour répondre à cette problématique. Et ensuite, vous allez voir comment, une fois que vous l'avez, je dirais, abstrait, comment vous allez le transposer technologiquement, comment vous allez faire, vous, en tant que physicien, en tant que chimiste, en tant que mathématicien, comment vous allez faire pour technologiquement transposer ce que le vivant a été capable de faire. Et donc là, ensuite, c'est une mise en contexte. Ça a marché, tant mieux. Vous allez pouvoir développer une innovation. Si ça n'a pas marché, mais vous repartez dans un processus itératif. Donc ça, vous voyez, c'est tout ce lien-là qui est important lorsqu'on commence à parler de bio-inspiration, de biomimétisme ou de biomimétique. C'est une approche vraiment très... où on va abstraire des processus, des concepts venant du vivant. Alors, quand on parle de biomimétisme ou de bio-inspiration, il y a quelques grandes innovations que vous utilisez ou que vous pratiquez dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas si vous en connaissez quelques-unes. Il y en a quelques-uns parmi vous qui pourraient me citer, comme ça, des grandes innovations qui sont bio-inspirées ou qui sont biomimétiques. Oui. Les avions, les wingslets. Ce qu'on appelle les wingslets des avions, en fait. Vous êtes une génération où tous les avions, ils ont le bout des ailes recourbé. Dans la salle, je pense qu'il y a des gens de ma génération où, historiquement, les ailes des avions, elles étaient planes. En fait, pourquoi? En fait, il y a une personne qui travaillait chez Boeing qui était dans sa vie, je dirais, personnelle. Hein, dans sa vie, ça c'est pour signifier qu'il y a cours, c'est ça? Donc, dans sa vie de tous les jours, son hobby, c'était d'observer les oiseaux, et plus particulièrement les rapaces. Et donc, en observant les rapaces, il s'est interrogé pourquoi les rapaces, lorsqu'ils volent, et si ici vous avez l'occasion d'aller en vallée d'Ossau, vous allez voir les vautours de la vallée d'Ossau, l'extrémité des ailes des rapaces sont recourbées. Et en fait, en s'intéressant à pourquoi les rapaces avaient le bout des ailes recourbées, il y a eu des études physiques de pénétration, de mécanique des fluides, de pénétration dans l'air, et ils se sont aperçus qu'en fait, ça limitait les turbulences. Ça limite les turbulences et ça améliore le planage de l'avion. Et donc, ça permet de réduire à peu près de 10% la consommation en kérosène d'un avion. Donc, simplement le fait de recourber le bout des ailes, donc basé sur une bio-inspiration, d'une observation,
ça permet de réduire la quantité de kérosène utilisée par les avions. Un autre exemple, un petit peu pareil, mais tous ces exemples-là, ils sont quasiment basés sur la même observation. C'est des personnes qui n'étaient pas forcément dans un domaine et qui, en observant, en se promenant dans la nature, ont fait une abstraction de la problématique biologique et ont pu développer des matériaux. Donc celui-là, c'est l'ancêtre du TGV, c'est ce qu'on appelle le Shinkansen, c'est un train qui est au Japon, et lui, il est inspiré de cet oiseau-là. Je ne sais pas si vous le connaissez, cet oiseau, ça vous dit quelque chose? Martin-pêcheur. C'est quoi le martin-pêcheur? C'est un oiseau qui pêche. Qu'est-ce qu'il fait, le martin-pêcheur? Il est sur sa branche, dessous il y a la rivière, et il doit passer d'un air peu dense, qui est l'air, à un système dense, qui est l'eau, sans créer d'ondes, sans créer de bruit. Pourquoi faire? Pour aller pêcher le poisson. Vous, quand vous êtes à la piscine, je pense que vous faites des plats, vous faites des bombes, et on vous entend, et ça se voit. Donc le martin-pêcheur, lui, va être capable de passer de cet air, qui est un milieu peu dense, à un milieu dense, qui est l'eau, sans créer du turbulence, et donc de pouvoir capter le poisson et de pouvoir pêcher le poisson, qui lui, par contre, a des cellules sur ses parois abdominales qui vont être sensibles à la pression. Donc ça veut dire que dès qu'il y a un objet qui va rentrer dans l'eau, le fluide va être comprimé, ça va changer la pression sur les cellules du poisson et le poisson il s'en va. Le martin-pêcheur, il est capable de rentrer dans l'eau sans perturber ces cellules-là du poisson. Et donc tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû à son profil aérodynamique du bec et de la tête qui va lui permettre de créer, je dirais, la disparition de ces turbulences. Et donc ça a inspiré un ornithologue japonais qui travaillait pour la Société des chemins de fer. Et donc pourquoi? Parce qu'au Japon, c'est une île montagneuse, il y a des tunnels, il y a des ponts. Et quand vous êtes avec un train haute vitesse, que vous rentrez dans un tunnel, le train va plus vite que l'évacuation de l'air à l'autre bout du tunnel. Et je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais quand vous montez à Paris en TGV, quelquefois il y a des tunnels, et pour certains d'entre vous, vous avez des pressions là, au niveau des oreilles. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque le TGV rentre dans le tunnel, l'air est comprimé parce qu'il n'a pas le temps de s'évacuer. Et alors que maintenant, avec le profil du type Shinkansen, ça permet de mieux rentrer dans le tunnel et donc de ne pas avoir cette compression de l'air. Et surtout, ça permet de réduire la consommation d'énergie. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le train rentrait dans le tunnel, l'air était comprimé, donc le train ralentissait. Et donc, en sortie de tunnel, il fallait qu'il réaccélère. Et donc là, il y avait des pertes énergétiques. Et donc, pour minimiser cette consommation d'énergie, le train a été profilé de la sorte au niveau du Shinkansen. Velcro, ça vous dit? Les scratchs. Je ne sais pas si parmi vous, là, il y a des gens qui ont des chaussures avec des scratchs. Ça, c'est l'observatoire d'un ingénieur suisse qui se promenait dans les Alpes avec son chien. Il se promenait dans les Alpes avec son chien et chaque fois qu'il partait en balade dans les prairies, le soir venu, il était obligé d'enlever des graines. Et des graines de quoi? Des graines de bardane. Et en observant ces graines de bardane au microscope, il s'est aperçu qu'en fait, il y avait des crochets à la surface des graines. Et donc ces crochets, ils avaient quoi pour objectif? De venir s'accrocher. S'accrocher sur quoi? Sur un poil d'animal, sur une plume d'oiseau. Pourquoi faire? Pour transporter la graine et pour faire perdurer la vie. Tout l'objectif du vivant, c'est de maintenir la vie. Donc toutes ces applications, que ce soit le bout des ailes des rapaces, pour économiser l'énergie, pour mieux planer, pour avoir la nécessité de moins manger, faire une économie d'énergie. Le martin-pêcheur, pour pouvoir aller pêcher un poisson, pour pouvoir se nourrir, pour maintenir la vie. La graine de bardane, c'est pareil, pour que la graine soit semée grâce à des espèces, et pas simplement par rapport au vent. Donc tout le vivant a développé des technicités, des innovations qui ont un seul objectif, c'est de faire perdurer la vie. C'est l'objectif même du biomimétisme et de la bioinspiration. Comment l'homme peut s'intégrer dans un développement technologique tout en maintenant ou en changeant la qualité et donc maintenant la vie. Et après, une autre application qui pourrait être l'effet feuille de lotus, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Oui. Non, oui. Mais parce qu'en fait, derrière, alors je ne suis pas un spécialiste, mais derrière, il y a vraiment un profil très très particulier du bec et ensuite de la courbure qui est entre le bec et le crâne qui fait que lorsqu'il va rentrer, il y a c'est pas qu'il n'y a pas d'ondes, il y en a, mais en fait, elles sont tellement faibles qu'elles ne vont pas perturber les cellules du poisson. Voilà. Donc c'est vraiment un aérodynamisme qui est très très particulier et qui permet justement de ne pas générer ces ondes en changeant de milieu. Alors, quand on parle de matériaux bio-inspirés ou de matériaux biologiques, de quoi on parle? On parle de tout ça. J'aurais pu vous y mettre. Hein. Vous êtes là, on va dire, avec un squelette humain.
Donc quand on parle de matériaux biologiques, on parle de toutes ces espèces. Ça peut être à la fois des espèces végétales, des espèces animales, et avec des formes, des fonctions et des procédés de fabrication qui sont totalement différents. Vous pouvez très bien imaginer que cette toile d'araignée, le processus de fabrication de la toile d'araignée, qui est ici en bas, il n'est pas du tout le même que le processus de fabrication d'un corail. Il n'est pas du tout le même processus de fabrication que cette langouste. Elle vit dans l'eau, elle vit à basse température, l'eau à quelques degrés, haute pression. La toile d'araignée, elle vit à température ambiante, on va dire 20 degrés. Donc dans l'air, elle n'est pas dans l'eau. Donc vous voyez bien que derrière, obligatoirement, il y a plein de processus de fabrication de ces matériaux. Et c'est simplement, c'est banal comme matériau. Une toile d'araignée, c'est banal. Vous passez à côté d'une toile d'araignée et vous ne posez pas la question. Mais derrière, il y a vraiment des choses qui sont hyper techniques dans une toile d'araignée et dans tous ces matériaux-là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut en tirer quand même quelques enseignements de tous ces matériaux. On peut déjà en tirer un enseignement sur la composition chimique. On va y revenir. On peut en tirer quoi comme enseignement? C'est que ça, c'est le tableau périodique que vous connaissez, c'est le tableau périodique des éléments. Et que ce tableau périodique des éléments, en orange, ce sont les atomes qui sont utilisés par le vivant. 95%. Et ici, ça, ce sont les atomes que vous avez dans votre smartphone que vous avez éteint. Donc dans le smartphone que vous avez éteint, il y a à peu près 80 éléments venant du tableau périodique. Dans le vivant, il y a 95% de la matière qui n'est que du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. 95% des matériaux du vivant, ce n'est que 4 atomes, qui vont être certes recombinés de manière différente pour fabriquer des molécules, mais vous voyez que le vivant va utiliser ensuite quelques traces, on va appeler ça des petites quantités, de métaux qui sont ici plutôt des alcalins ou des alcalinotéreux, première colonne et deuxième colonne, et puis quelques traces de métaux qui sont au milieu du tableau ici. Et on reviendra sur ces atomes, que vous connaissez peut-être pas, mais cobalt, nickel, là vous en avez dans votre smartphone, il y en a à gaver, ce type de matériaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vivant, la nature va utiliser peu d'éléments, et on reviendra pourquoi la nature utilise peu d'éléments, qui sont abondants, et ça aussi on reviendra là-dessus, et qui sont faciles et localement accessibles. Ça veut dire quoi, facile et localement accessible? Ça veut dire que quand vous avez un arbre qui est en train de pousser dans le jardin, il est obligé d'utiliser les ressources locales. Il ne va pas aller chercher des ressources locales en Chine, ou au Pérou, ou en Afrique, ou en Australie, pour se développer. Il va être obligé de faire avec ce qu'il a sur place. Et donc là, on va parler d'optimisation. On ne va pas parler d'efficacité, on va parler d'optimiser. La nature, c'est optimiser en fonction des ressources qu'elle avait localement, que ce soit des espèces végétales ou des espèces animales. Elles utilisent des ressources locales pour, encore une fois, maintenir la vie et se développer. Donc ça, d'un point de vue de la composition chimique, très très peu d'atomes. Très peu. Ensuite, avec ces atomes, vous savez que quand on associe des atomes, on fabrique des molécules. Et si on s'intéresse aux molécules, il y a aussi très peu de molécules dans le vivant. Dans le vivant, il y a principalement 3 familles de macromolécules, qu'on va appeler des protéines, des sucres, des polysaccharides et des acides nucléiques. Il y a des lipides, qui servent à fabriquer les parois cellulaires, la plupart du temps. Et puis il y a quelques ions, des oligoéléments et puis des structures minéralisées. En fait, relativement simple. C'est comme si quand vous étiez petit, avec les Lego, quand vous jouez au Lego, vous avez quelques Lego. Il y a avec 2 plots, 3 plots, 4 plots, 6 plots, et ainsi de suite. Donc vous avez très peu de Lego. Et avec ça, derrière, votre imagination, elle va vous permettre de fabriquer une voiture, de fabriquer un château, de fabriquer une fusée, un avion. C'est pareil pour le vivant. Le vivant, il a très peu de Lego, très peu de briques élémentaires, et ensuite, il va se débrouiller pour les assembler de manière à fabriquer des matériaux qui vont être très complexes et très différents, et surtout avoir des fonctionnalités différentes. Et là, on reviendra aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, les protéines, c'est 22 acides aminés. C'est pas grosso modo, c'est 22 acides aminés. Les acides nucléiques, c'est un assemblage un peu particulier, mais derrière, on va dire qu'il y a 5 bases azotées. Et ensuite, les polysaccharides, c'est principalement du glucose. Donc vous voyez que là, on a un nombre de molécules qui est relativement restreint. Lorsqu'on parle des plastiques synthétiques, développés par l'activité anthropique, par l'activité de l'homme, on parle de plusieurs milliers de molécules différentes pour fabriquer tous les plastiques que vous avez dans la vie de tous les jours. Et quand je parle des plastiques de la vie de tous les jours, ce n'est pas ceux qu'on voit dans les océans, hein, c'est ce que vous avez dans la salle ici. Si vous regardez dans la salle,
Les plastiques, vous avez au sol, vous avez la peinture des tables, vous avez les tables qui sont recouvertes de plastique, vous avez tous vos vêtements, vous avez tous les cosmétiques que vous avez utilisés, vous êtes des macromolécules, il y a des polymères au plafond, il y a des plastiques au plafond, il y a des plastiques sur les murs, il y a des plastiques partout autour de nous. Et donc là, l'homme a développé environ 1 millier de molécules pour avoir des fonctionnalités différentes. Le vivant, lui, vous voyez, entre 22 acides aminés, 5 bases azotées, quelques glucoses, allez, on va dire 40 molécules. Avec 40 molécules, il est capable de faire toute la diversité du vivant. D'accord? Et avec des matériaux qui sont ici listés, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Simplement, ce que je veux pointer ici, c'est la simplicité. C'est-à-dire qu'au cours des ans, il y a des processus biologiques qui ont été sélectionnés de manière à ce qu'ils soient optimisés pour développer des matériaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Les minéraux, c'est quelques ions, on en a parlé, le sodium principalement, quelques oligo-éléments avec du fer, on reviendra sur cette molécule-là. Et puis ensuite, sur des matériaux des minéraux, il y a très peu de minéraux dans le vivant. Dans le vivant, il y a principalement 3 types de minéraux. Carbonate de calcium, et ça aussi on reviendra parce que c'est très important. Phosphate de calcium, carbonate de calcium, c'est toute la structure des œufs et des coquillages. Phosphate de calcium, c'est vos os et les dents. Et ensuite, il y a de la silice qu'on retrouve dans les matériaux vivants, principalement au niveau des éponges. Ça, c'est une éponge. On appelle ça la Vénus de je ne sais plus quoi. Donc ça, c'est un matériau qui est vraiment très beau et qui est vraiment très particulier. C'est du verre fabriqué au fond des océans à 2 degrés dans l'eau et non pas comme le verre que vous avez ici qui sert à fabriquer les vitres à 1500 degrés en chauffant de la silice. Donc ça, c'est du verre qui a été fabriqué à température quasiment ambiante, dans l'eau. Donc là, on peut se poser des questions. Comment le vivant a fait pour fabriquer du verre dans l'eau à basse température? Donc ça, les processus derrière. Chose aussi importante, c'est que le vivant ne va pas fabriquer un monomatériau. Il va assembler des matériaux, et c'est justement cet assemblage de différents matériaux qui va donner toutes les propriétés du vivant. Vous avez quasiment les mêmes matériaux entre votre squelette et la carapace de ces insectes. Ce qui va changer, c'est la proportion. C'est comment ces matériaux vont être assemblés les uns avec les autres. Mais les briques élémentaires, encore une fois, c'est vous quand vous jouiez au Lego. Vous avez été capable de faire un château, vous avez été capable de faire une fusée. Mais pourquoi? Parce que vous avez assemblé de manière différente les briques que vous aviez. Le vivant a fait la même chose. Donc le vivant a un certain nombre de briques, il va les assembler différemment, par des processus différents, et il va donner des matériaux avec des propriétés différentes. D'accord? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des matériaux hybrides, où on va associer à la fois des matériaux organiques, à base de carbone, et des matériaux minéraux, comme on a vu le carbonate de calcium, l'hydroxyapatite, et des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, un assemblage bien particulier. Et ensuite, il va jouer sur des niveaux d'organisation. Alors ça, je pense que c'est même encore le degré encore plus élevé de complexité. C'est-à-dire que lorsque vous regardez simplement une patte de homard, et que vous avez des techniques analytiques qui vous regardez comment cette patte de homard va être organisée, structurée, vous allez trouver 8 niveaux d'organisation. Il y a un premier niveau qui va se situer au niveau de la molécule, comment les atomes vont être assemblés pour fabriquer une molécule de base, votre Lego de base. Ensuite, comment ces Legos vont s'assembler pour fabriquer une macromolécule. Comment cette macromolécule va pouvoir s'assembler avec sa voisine, entre elles, pour former ici des protéines, un assemblage de protéines. Et comment ensuite ces assemblages de protéines vont pouvoir former des fibres. Ensuite, comment ces fibres vont pouvoir se structurer. Donc là, vous voyez qu'on est en train de monter en échelle. On va parler de hiérarchisation de la structuration de la matière. On va parler de quelques angstroms, 10-10 mètres, jusqu'à aller à des nanomètres, 10-9 mètres, pour passer à des systèmes qui vont être plutôt microniques, 10-3 mètres, pour aller jusqu'à des millimètres avec la pâte du homard. Donc on a 8 niveaux d'organisation de la matière, et ces 8 niveaux vont donner les propriétés mécaniques de la pâte de homard. Et donc ça, dans tous les matériaux issus du vivant, on retrouve ça, ce qu'on appelle la hiérarchisation de la matière. La matière va être structurée de manière de l'échelle nanométrique jusqu'à l'échelle millimétrique ou centimétrique, mais pour amener des propriétés. C'est ce qui va donner les propriétés. Et tout ça, pour quoi faire? Pour généralement donner des matériaux qui sont multifonctionnels. C'est-à-dire que le vivant, il ne va pas faire un matériau pour faire une peinture et donner une couleur. Il va faire un matériau qui va être la peau, votre peau. Et de votre peau, qu'est-ce qui va se passer?
Votre peau va avoir la capacité de maintenir le liquide à l'intérieur de votre corps. Ça va être capable, si jamais vous êtes en train de faire un effort, de suer. Donc ça veut dire d'excréter le liquide qui est à l'intérieur, mais à un moment donné, avec une fonctionnalité bien précise, de vous protéger contre les rayons du soleil. Donc la peau, c'est un matériau qui est multifonctionnel. Et la plupart des matériaux issus du vivant sont des matériaux qui sont multifonctionnels. Ils n'ont pas été designés pour avoir une propriété, mais ils ont été designés pour avoir une multitude de propriétés. Alors, multitude, c'est un bien grand mot peut-être, mais en tout cas, plusieurs propriétés. 3, 4, 5 propriétés. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose, une caractéristique qu'on retrouve de manière récurrente dans le monde du vivant. La multifonctionnalité. Et derrière, avec des processus qu'on va appeler des processus de chimie douce. Chimie douce, ça veut dire quoi? Ça veut dire principalement des processus dans l'eau. La biologie, c'est dans l'eau. Il n'y a pas besoin d'aller utiliser des solvants organiques, il n'y a pas besoin d'aller utiliser des températures élevées. Donc ici, on va parler, au contraire de notre technosphère, où on fait du heat, beat and treat, chauffer, battre et traiter. Donc là, c'est par exemple du verre. Donc il va utiliser des conditions ambiantes et des pressions ambiantes pour réaliser des matériaux. Donc avec des processus bien particuliers. Et parmi ces processus, on va parler surtout d'auto-assemblage. C'est-à-dire qu'on va partir de la petite molécule, et c'est la petite molécule qui va s'organiser pour donner une autre macromolécule. Cette macromolécule va s'organiser, comme je vous ai décrit tout à l'heure dans le cas de la pâte du homard. Et donc on va parler d'auto-assemblage. Spontanément, la matière va venir s'assembler pour construire un matériau. Et ça, c'est un petit peu, j'allais dire, antinomique par rapport à toutes les nanotechnologies qu'on utilise, où là, on va faire plutôt de l'ablation. C'est-à-dire que quand vous avez une puce, par exemple, et ça c'est une puce qui est fabriquée en silicium, ou en nitrure de silicium, vous voyez que vous avez des trous, ça c'est une puce électronique dans vos ordinateurs ou dans vos smartphones. Les trous ici, ils sont fabriqués comment? Ils sont fabriqués parce qu'on est allé enlever la matière. Donc on va faire un film continu, et avec un laser, on va venir taper pour que la matière soit dénaturée et qu'elle soit volatilisée. Et après, peu importe ce que le gaz devient. Le vivant, il ne fait pas ça. Je pourrais vous montrer des images de diatomées, ici. Ça, ce sont des images de diatomées. C'est le même matériau que ça, mais ça a été fait par auto-assemblage. Ça, c'est une microalgue qui vit au fond des océans. Elle va créer de la silice, une coque de silice qui va être poreuse. Ici, vous voyez, vous avez des trous. En plus, c'est joli. Elle va créer cette porosité pour pouvoir continuer à faire le processus de photosynthèse parce que c'est une algue. Et donc, elle va s'assembler. Elle ne va pas consommer de la matière. Ça veut dire que le vivant, lui, va développer des procédés d'auto-assemblage pour faire une économie à la fois d'énergie, mais de matière aussi. Il ne peut pas se permettre de fabriquer un cube et de ce cube d'en tirer une pièce, comme on peut faire avec du fraisage, lorsqu'on peut faire en mécanique. Le vivant, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas se permettre de faire ça. Les ressources, elles sont ici, peu abondantes, et il utilise ce qu'il a autour de lui. Il ne peut pas se permettre de fabriquer un objet et de consommer la moitié de l'objet pour rien et de le relaisser comme un déchet. Ce n'est pas possible. Le vivant va travailler sur, je prends une molécule, je prends un matériau, je l'assemble et je construis. Et si je dois faire du vide, je mets du vide. Je mets des trous. Parce que derrière, je me fais une économie de matière. Donc ça, c'est vraiment que les processus d'assemblage dans le vivant sont des choses qui sont très importantes. Et donc technologiquement, il y a des choses qui émergent à l'heure actuelle avec l'impression 3D. Vous avez entendu parler de l'impression 3D? Non? L'impression 3D, c'est avec une machine à imprimer, on va venir déposer la matière là où il faut. Et à l'heure actuelle, on sait faire, par exemple, des murs de maisons, on sait faire des pièces par impression 3D. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir localiser la matière là où il faut pour avoir les bonnes structures et donc les bonnes propriétés des matériaux. Donc, l'impression 3D est un processus d'auto-assemblage comme le vivant. Alors, tout ce que je viens de vous parler, là, ici, autour des matériaux du vivant, ça peut se résumer autour de 7 grands principes. Ces 7 grands principes, c'est quoi? Je vous en ai parlé, la hiérarchisation. Les matériaux du vivant sont des matériaux qui se hiérarchiquement structurés pour créer du vide, pour faire une économie de matière, pour faire une économie d'énergie, pour alléger les structures, parce que le vivant va devoir transporter ces structures, sa propre structure. Donc il va développer des matériaux légers. Tout ça basé sur des processus d'auto-assemblage, et ces matériaux sont fabriqués avec des processus de chimie douce, température ambiante, dans l'eau, pression atmosphérique, et pas besoin d'aller rechercher des hautes températures, des hautes pressions. Ça veut dire quoi? Que derrière, il y a beaucoup de catalyse. Il y a beaucoup d'entités qu'on va appeler des enzymes. Vous avez entendu parler des enzymes. Et le rôle des enzymes, ça va être d'accélérer les processus et de favoriser les processus.
Donc c'est un des objets aussi du biomimétisme, de la bioinspiration, c'est de voir comment on peut s'inspirer de ces enzymes issus du vivant et les intégrer dans les processus chimiques de manière à fabriquer les matériaux autrement. Ensuite, j'en ai pas parlé, mais l'auto-réparation. Quand vous vous coupez, la peau, elle va s'auto-cicatriser. Vous prenez le pied de la table ici, vous le cassez, vous allez pouvoir remettre le pied de la table face à l'autre bout, ça ne va jamais s'auto-cicatriser. Le vivant a cette capacité de s'auto-cicatriser, de s'auto-réparer. Il va s'adapter, c'est-à-dire qu'au cours des ans, il va adapter sa morphologie, il va adapter sa structure, il va adapter sa composition. Lorsqu'on fait des extraits de végétaux, en fonction des saisons, en fonction des stress que le végétal a subi, la composition chimique est différente. Donc il y a un processus d'adaptation à tous les niveaux, chimique, structurel, du vivant. Et ensuite, et ça c'est quelque chose aussi qui est très important, le côté biocompatibilité et recyclage. Là, dans le vivant, il n'y a pas de déchets. Toute décomposition de matière est une source de matière pour une autre espèce, ou va être intégrée dans un cycle de la vie. D'accord ? Donc il y a cette nécessité, d'ores et déjà, si vous partez dans de l'innovation technologique, déjà d'internaliser, d'intégrer la problématique de la recyclabilité. Je fais un matériau, je développe une technique, mais cette technique, comment elle va pouvoir être réutilisée pour une autre application, pourquoi pas, ou comment un matériau va pouvoir être réutilisé. Mais il ne faut plus imaginer pouvoir développer des matériaux qui vont être mono-usage. Ça ne fait pas de sens. D'accord ? Pourquoi ça ne fait pas de sens ? Parce qu'on vit dans un système clos. Et là, je reviendrai là aussi. Je ne sais pas si vous percevez, la Terre, c'est un système clos. Donc pour votre professeur de physique, un système clos, en thermodynamique, il n'y a pas d'échange. Toute l'énergie, toute la ressource, elle est dans le système fermé. Il n'y a pas d'entrant, il n'y a pas de sortant. Tout ce qu'on fabrique dans le système reste dans le système et consomme le système. Donc ça, c'est important. C'est problématique de recyclabilité. Et tout ça pour designer des matériaux qui sont multifonctionnels. Je vais focaliser un petit peu les activités qu'on fait au labo sur deux grandes thématiques. Je vais vous parler un petit peu de couleurs sans colorant ou de couleurs physiques que l'on retrouve dans le vivant. Et je vais vous parler de photosynthèse et plus particulièrement de photosynthèse artificielle et je vous dirai pourquoi. Combien il y a de façons de faire de la couleur? Est-ce que vous savez? Si vous devez faire de la couleur, comment vous feriez pour fabriquer une couleur? Il y a la couleur la plus simple qui est là, qu'on a tous autour de nous, là, qu'on porte tous. C'est mon jean ici, il est bleu. Pourquoi mon jean il est bleu? Est-ce que vous savez pourquoi mon jean est bleu? Et pourquoi le pull du jeune homme il est rouge? Et pourquoi le pull de la jeune fille là-bas il est rose? Enfin, voilà. Pourquoi il y a une couleur? Pourquoi les textiles qu'on utilise? Pourquoi le mur ici est peint avec, il a une couleur? Est-ce que vous connaissez derrière le processus? Oui. Pardon? Oui, alors c'est une teinture. Alors, si on va un peu plus loin, ça veut dire quoi une teinture? Derrière une teinture, il y a quoi? On utilise des colorants, on avance un peu. C'est quoi un colorant? C'est une molécule qui va colorer. Oui, merci. On peut aller un peu plus loin. C'est quoi le principe? Oui. Il y a les pigments, c'est pareil. Colorant, pigments, on n'est pas très très loin, on n'a pas beaucoup avancé là. On est en train de tourner un peu en rond. Une autre. Oui. Alors, via la synthèse, on peut changer la nature du colorant, de la teinte. En fait, derrière ça, il y a un processus chimique. Quand on parle de couleur, il y a une couleur qu'on va appeler chimique et qui est la couleur que vous avez dans toutes les fibres que vous avez, toute la couleur qui vous entoure ici, la couleur des stores là-bas, la couleur de la peinture, la couleur de l'herbe. La couleur de l'herbe ici, c'est vert. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un colorant qui est quoi? La chlorophylle. C'est vert. Pourquoi c'est vert? C'est vert parce qu'en fait, vous savez que la lumière qui nous éclaire, c'est la lumière du soleil. Et cette lumière du soleil, c'est ce qu'on appelle la lumière blanche. Mais en fait, elle n'est pas blanche. C'est la combinaison de plein de longueurs d'onde. Et quelles sont ces longueurs d'onde? Ce sont toutes les couleurs que vous voyez avec l'arc-en-ciel. Quand vous avez un arc-en-ciel, c'est la lumière du soleil qui est arrivée sur les gouttelettes d'eau, qui s'est décomposée, et vous avez toutes les couleurs primitives, les couleurs présentes dans la lumière blanche. Et lorsque vous recombinez toutes ces couleurs, alors je ne sais plus si vous faites ça en physique, mais si vous fabriquez un disque, que vous faites 7 parties, vous peignez 7 parties avec chacune des couleurs sur un disque, vous faites tourner le disque, et au bout d'un moment, suivant une certaine vitesse,
l'œil va le percevoir comme étant blanc. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir la somme de toutes ces couleurs, ou si vous vous amusez à prendre les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, vous les mélangez, à la fin, vous allez avoir du blanc. Pourquoi? Parce qu'en fait, le blanc, ça signifie quoi? Ça signifie que rien n'a été absorbé. Toutes les couleurs qui arrivent du soleil sont réfléchies par le matériau. Réfléchi, ça veut dire que ça n'a pas été absorbé. Et donc le pull ici, il est rouge, ou le pull du jeune homme ici, il est rouge, parce qu'en fait, toute la lumière blanche qui arrive sur le pull, va être partiellement absorbée. Toutes les longueurs d'onde, le bleu, le vert, le orange, vont être absorbées, et le rouge, lui, va être réfléchi, parce que la molécule qui constitue le colorant, la teinte, le pigment, ce que vous avez appelé comme ça, lui, ne va pas absorber le rouge. Et donc, je vais percevoir le rouge. Et donc, tout le reste, ça a été absorbé. Ça, c'est ce qu'on appelle la couleur chimique. Et dans le vivant, on en a la chlorophylle. Elle est verte. Pourquoi? Parce que toutes les longueurs d'onde sont absorbées, sauf le vert. Et donc, l'herbe, on l'aperçoit verte. Sauf, mais quand l'hiver arrive, la chlorophylle est dénaturée. Elle n'absorbe plus les autres longueurs d'onde. Elle ne réfléchit plus le vert parce qu'elle va changer de son processus d'absorption. Les feuilles des arbres, c'est pareil. Donc, vous changez la nature du colorant, la nature du pigment, et vous changez la capacité d'absorber la lumière, et donc la couleur perçue par l'œil. Ça, c'est la couleur chimique. Dans le vivant, vous avez aussi, et pas que dans le vivant, vous avez ce qu'on avait appelé des couleurs physiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de teinte, il n'y a pas de pigment. C'est la structuration de la matière qui va faire que lorsque la lumière blanche arrive sur le matériau, il va y avoir un phénomène optique, d'interférence optique, on appelle ça l'interférence optique. C'est exactement ce qui se passe avec l'arc-en-ciel. Alors, vous ne connaissez plus les CD, mais les lecteurs CD, quand vous prenez un CD pour écouter de la musique, à l'époque, vous voyez un arc-en-ciel qui apparaît. C'est un phénomène d'interférence optique que l'on peut retrouver un peu sur la bulle de savon. Quand vous faites une bulle de savon, que vous la faites au soleil, vous percevez un arc-en-ciel à la surface de la bulle de savon. Pourtant, il y a quoi? Il y a de l'eau et du savon. Il n'y a pas de colorant, hein. C'est de l'eau et du savon. Et en fait, c'est quoi? C'est-à-dire qu'une bulle de savon, elle va être colorée parce qu'en fait, on va compartimentaliser une fine couche d'eau entre des molécules de savon. Et donc, l'enveloppe, l'épaisseur de la couche d'eau qui va fabriquer la bulle va interférer avec la lumière du soleil, avec la lumière blanche. Et ça, c'est le même processus qu'on peut retrouver sur les coquillages, la nacre. C'est la même chose qu'on retrouve sur les papillons. C'est la même chose qu'on retrouve sur le scarabée. Là, si vous allez dans l'herbe, vous allez voir un scarabée, il va être vert. Et puis lorsque vous allez tourner autour du scarabée, il va devenir noir. Il n'y a pas de pigment, il n'y a pas de couleur chimique. Il y a une couleur physique. Et lorsqu'on regarde avec des microscopes, si on regarde vraiment comment la matière est structurée, comment la matière est organisée, on va s'apercevoir que la matière ici va être organisée à la longueur d'onde du visible. Est-ce que vous connaissez les longueurs d'onde du visible? C'est quoi la longueur d'onde du bleu? Ouais, 400-800, j'ai entendu. 400, c'est le bleu ou le rouge? C'est le bleu. 400, c'est le bleu, 800, c'est le rouge. Donc ça veut dire qu'il y a une onde, et suivant la longueur d'onde, il va y avoir des couleurs perçues. 400 le bleu, 800 le rouge. Et donc ce papillon-là, il est bleu. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il va réfléchir le bleu. Et donc là, on va parler d'absorption dans le cas de la couleur chimique. Et dans le cas de la couleur physique, on va parler de réflexion ou de diffraction. C'est-à-dire que la lumière va arriver sur le matériau, elle va être réfléchie ou diffractée, et puis il y a une partie de la lumière qui va être transmise par ce matériau. Et donc la perception est différente. Ce papillon-là, vous connaissez son nom? Il y en a qui connaissent le nom de papillon? C'est le papillon morpho. Ce papillon-là, la femelle peut le voir à 3 km. Il a un bleu métallique. Alors en fait, il est bleu métallique comme ça pour que la femelle puisse le voir. Pourquoi? Parce que l'idée derrière, c'est qu'il y ait reproduction, maintenir la vie. Et puis aussi, il est bleu parce qu'en fait, s'il est bleu, ça veut dire qu'il réfléchit les longueurs d'onde bleues, qui sont les plus énergétiques. Alors ça, je ne sais pas si en physique, vous voyez l'énergie en fonction de la longueur d'onde. Oui, E est égal à HC sur lambda. Okay. Donc lambda, plus lambda est grand, plus E va être petit. Plus lambda est petit, plus E va être grand. D'accord? Et donc si vous êtes à 400 nanomètres, l'énergie va être grande. Et c'est pour ça que l'UV est dangereux pour la peau. Parce que l'UV, petite longueur d'onde, grande énergie, et donc derrière, ça peut dénaturer la matière. Et donc lui, il est bleu parce qu'en fait, il va réfléchir pour se protéger contre les radiations du soleil. Il va réfléchir les radiations du soleil les plus énergétiques, et en plus, ça l'arrange, la femelle peut le percevoir, et ça lui permet de réguler aussi sa température. Donc vous voyez, il peut être vu. Ça permet de réguler la température.
Derrière, la couleur, elle est obtenue parce qu'en fait, il y a plein de trous. Si on regardait au microscope, l'aile de papillon, elle est pleine de trous. Pourquoi plein de trous? Parce que si vous n'avez pas de matière, c'est léger, le papillon, il peut voler. Et puis, s'il y a des trous, il n'y a pas besoin de matière. Donc, vous faites une économie de matière. Et donc, vous faites une économie d'assemblage. Et donc, vous faites une économie d'énergie. Donc, vous voyez, plein de propriétés dans une seule aile de papillon. Plein de fonctions. Donc, nous, on s'est intéressé à ça. Donc, les processus que je décris, c'est la réflexion, c'est ça. Une longueur d'onde, elle arrive à l'interface. Donc, ça, c'est de l'air, ça, c'est l'eau de la bulle de savon. Une partie de la lumière va être réfléchie, une partie va être transmise, arriver à l'autre interface entre l'eau et l'air, elle va être réfléchie et vous avez un déphasage. Et cette interférence crée la couleur arc-en-ciel que vous avez à la bulle de savon. Dans le cas de l'aile de papillon, c'est ce que je vous disais, vous voyez les trous ici, c'est ce qu'on va appeler de la diffraction. Vous avez peut-être fait des réseaux de diffraction. Je ne sais pas si vous le faites, peut-être. Donc ici, vous envoyez une lumière. La lumière blanche, elle arrive. Elle tombe sur un matériau dans lequel il y a plein de trous. Cette lumière va interagir avec les trous, surtout avec la distance qu'il y a. Et donc, la lumière perçue va être décomposée. Et vous allez décomposer la lumière blanche. Donc, nous, on s'est intéressé à ça. Alors, pardon. Ça, c'est ce qui se passe dans l'aile de papillon, le coléoptère. Et vous voyez que le niveau d'organisation, en fait, il a plusieurs échelles. On va de l'échelle nanométrique, ici, des trous, on les voit ici. Pour les premiers rangs, je pense que vous voyez qu'il y a des stries, et puis entre ces stries, il y a des points noirs. Donc ça, ce sont des trous qui sont à l'échelle nano. Ça va créer une plume. Cette plume va s'assembler pour générer un réseau de plumes pour générer l'aile de papillon. Pareil pour le coléoptère, vous avez des petites billes ici, qui sont des petites billes de silice. Et, ces petites billes vont s'assembler pour générer une écaille. Cette écaille va s'assembler pour générer la carapace. Donc, encore une fois, il y a une structuration hiérarchique à différentes échelles des matériaux. Alors, nous, on s'est intéressé à ça. Et ce qu'on regarde qui est important, c'est l'ordre de la matière, comment vous allez pouvoir organiser la matière, comment vous allez pouvoir assembler la matière pour générer les propriétés. Et surtout, il faut pouvoir assembler une brique monodisperse. Ça veut dire quoi? Une brique qui a toujours la même taille. Si vous n'avez pas une brique qui a toujours la même taille, vous n'allez pas pouvoir assembler. Grosso modo, l'image que je prends souvent, c'est les boules de pétanque. Si vous deviez ranger des boules de pétanque dans une boîte, c'est facile à ranger parce qu'elles ont toutes la même taille. Et donc, vous allez positionner les boules de manière à ce qu'elles s'organisent et occuper le volume disponible. Si vous avez des billes qui ont plusieurs tailles, eh bien là, c'est un peu tout et n'importe quoi, et c'est plus difficile à organiser, et c'est plus difficile à occuper le volume. Donc, nous, on s'intéressait à des particules. Ici, c'est des particules de silice, et puis vous voyez, il y a un petit halo autour, qui est plus gris clair, qui est une matière qui va permettre de créer des propriétés d'adhésion. Et donc, ici, lorsque deux particules se touchent, elles vont former un adhésif entre elles, et elles ne vont pas pouvoir s'écarter. Elles vont rester collées les unes avec les autres. Donc, on a travaillé sur différents types de billes. Et ensuite, une fois qu'on a cette bille, cette brique élémentaire, notre Lego, il faut qu'on l'assemble. Comment on va faire pour l'assembler? On va utiliser un processus un peu basé... C'est comme le jeu Tetris. Dès que vous avez un trou, hop, il y a une bille qui va venir, et vous allez assembler ces billes. Et la façon d'assembler de manière le plus compacte des billes qui ont toutes la même dimension, c'est ce qu'on appelle un hexagonal compact. Si vous prenez ça c'est une image de microscopie électronique, vous avez une bille ici, et vous avez 6 billes qui forment un hexagone. Si vous reprenez une autre bille un peu plus loin, il y a une bille et elle a 6 voisines qui forment un hexagone. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hexagonal compact. C'est la façon la plus compacte d'occuper le volume lorsque vous avez des sphères. Ça occupe 74% du volume. Dans une pièce comme ici, si vous remplissez de billes, quelle que soit la taille des billes, vous allez remplir 74% du volume. Ça veut dire quoi? Il vous reste 26%, un quart du volume qui est non occupé, qui va être de l'air. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la cristallographie, et peut-être que vous avez vu ça au niveau des atomes. Quand vous organisez des atomes, vous avez des mailles cristallines. Là, ce n'est pas des atomes qu'on assemble, ce sont des colloïdes, des sphères. On appelle ça des cristaux colloïdales. Ce n'est pas un cristal atomique, c'est un cristal colloïdal. C'est quoi l'intérêt? C'est que si vous avez choisi judicieusement la taille de la bille, elle va pouvoir interagir avec la longueur d'onde du visible. Et donc là, ce matériau que vous avez, c'est un matériau qui est coloré par interférence avec la lumière blanche. Il n'y a pas de colorant. La preuve qu'il n'y a pas de colorant, c'est que si vous regardez la croix qui est ici, elle est dans l'interface entre le vert et le bleu. Et lorsqu'on va tourner le matériau, la croix elle est dans le bleu, elle est dans le vert, le jaune, le rouge. Donc ça, c'est de la couleur physique. Ce n'est pas une coloration. Moi, si je tourne autour du pull vert du jeune homme, là, qui est rouge, il va être tout le temps rouge. Donc derrière, il y a une loi physique qui est différente de la couleur chimique. La loi physique derrière ça,
c'est ce qu'on appelle la loi de Bragg. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la loi de Bragg, elle dit quoi? Elle dit que la longueur d'onde qu'on va percevoir, qui va être diffractée, elle est caractéristique de la distance. Donc, ça veut dire que suivant la distance que vous avez entre deux objets, vous allez avoir une couleur différente qui va être perçue. Le bleu, tout à l'heure, de mon papillon, parce que la distance des trous dans l'aile de papillon, elle est caractéristique avec la longueur d'onde bleue. Si la distance avait été plus grande, le papillon, il serait vert. Il ne serait pas bleu. D'accord? Donc derrière, c'est comment, en structurant la matière, on va pouvoir générer une couleur sans colorant, qui sont, plupart du temps, des molécules qui sont toxiques et qui sont dangereuses pour l'environnement. Donc comment on peut fabriquer des matériaux sans colorant, avec moins d'impact pour l'environnement. Donc ça, c'est un peu ce qu'on essaie de faire au labo. Alors, je vais avancer. Donc là, si vous regardez les billes, vous voyez ce que je vous disais, entre les billes, vous avez de l'air. Les triangles blancs ici, c'est l'air. Et puis le gris, c'est la matière adhésive qui permet aux billes de rester collées les unes avec les autres. Et donc avec la couleur que l'on a perçue. Alors pourquoi il y a cette interférence avec la lumière? C'est parce que lorsque la lumière arrive sur ce matériau, elle voit un matériau qui est composite, qui est hétérogène. Qu'est-ce qu'elle voit, la lumière? Elle voit des billes et elle voit de l'air. Et ces deux matériaux n'ont pas la même propriété vis-à-vis de la lumière, c'est ce qu'on appelle l'indice de réfraction. L'indice de réfraction de la bille, c'est 1,4, 1,5. L'indice de réfraction de l'air, c'est 1. C'est une norme, ça a été normé, c'est comme ça qu'on a défini. Donc ça veut dire qu'il y a une différence de 0,5 à peu près entre la bille et l'air. Et lorsque la lumière arrive, elle voit deux matériaux et donc, pouf, elle va être diffractée. Comme vos billes ou vos gouttes d'eau dans l'air. Lorsque la lumière blanche arrive sur la pluie après l'arc-en-ciel, elle voit deux matériaux. Elle voit de l'air et elle voit de l'eau. Et donc l'eau, indice de réfraction 1,33, l'air, indice de réfraction 1. La lumière, elle arrive là-dedans, dans ces milliers de gouttelettes d'eau, elle voit deux matériaux, et donc la lumière blanche est décomposée. C'est pareil. Là, ce n'est pas des gouttelettes d'eau, c'est des billes de silice. Maintenant, si on remplit le vide avec le même matériau, ben, la lumière, elle voit un matériau qui est homogène maintenant. Il n'y a plus de différence d'indice de réfraction, donc la couleur, il n'y a plus de couleur. Le matériau, il devient blanc, parce que la lumière arrive et elle est réfléchie totalement. Il n'y a plus d'interférence, il n'y a plus de sélection de la longueur d'onde qui va être réfléchie par le matériau. Donc ça veut dire quoi maintenant? Donc ce matériau, il est un peu élastique. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si on met ce même matériau dans un assemblage de matériaux très souples, donc ça, c'est ce qu'on va appeler un microgel. Et un microgel, c'est inspiré du comportement d'une micro-éponge. Un microgel, c'est une molécule, une particule, pardon, qui va être capable de se contracter et se dégonfler, ou se gonfler en fonction d'un stimuli, qui peut être la température, qui peut être le pH. Donc ce sont des objets qui vont gonfler et se dégonfler. Gonfler et se dégonfler, ça veut dire que la taille, elle change en fonction d'un stimuli. Donc si la taille, elle change en fonction d'un stimuli, et que vous avez imaginé que vous êtes capable d'assembler ces billes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'elles sont gonflées, ces billes ont une distance caractéristique qui va diffracter une certaine longueur d'onde. Maintenant, ces billes, si vous êtes capable de les diminuer en taille, ça veut dire que la distance entre ces billes va diminuer. Et si la distance entre les billes diminue, qu'est-ce qui va se passer? Et la longueur d'onde qui va être diffractée va être plus petite. Et donc la couleur va changer. Est-ce que vous connaissez un exemple du vivant dans lequel la couleur, elle change? Oui, j'ai entendu. Le caméléon. Qu'est-ce qui se passe à la surface de la peau d'un caméléon? Bien, à la surface de la peau d'un caméléon, c'est exactement ce que je viens de décrire. Donc nous, on a essayé de faire un caméléon avec un matériau, donc ces billes, ces micro-éponges là, on fait une crème de ça, on peut étaler ça sur la peau. Vous voyez que ces billes, elles vont s'assembler toujours pareil, de manière hexagonale. Alors, ce n'est pas trop visible, mais si vous prenez une sphère, il y a 6 sphères autour. Donc, toujours pareil. L'empilement le plus compact des sphères, c'est l'hexagone. Et spontanément, thermodynamiquement, les sphères vont s'assembler vers un hexagonal compact. Donc, on peut fabriquer ces matériaux qui ont des propriétés élastiques. Vous voyez? Donc, ça, c'est l'assemblage de ces sphères, ici, qui a des propriétés élastiques, qui peuvent suivre les déformations de la peau. Et donc maintenant, donc ça c'était les microgels tout seuls. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a fait une bille
et autour, on a mis nos micro-éponges. Donc vous voyez ici le halo plus clair qu'autour. Et donc là, vous voyez que tous les points noirs, ils ont la même taille. Ce qui va changer, c'est l'épaisseur du microgel qui est autour, l'épaisseur de l'éponge qui est autour, et l'épaisseur de l'éponge qui peut se gonfler ou se contracter. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, en fonction de cette nature de l'écorce, vous allez avoir, lorsque vous assemblez, vous revoyez bien l'hexagonal compact, ici, une sphère, 6 sphères autour, vous allez avoir des couleurs qui sont différentes. Donc, suivant la taille de l'écorce, la couleur perçue est différente. C'est normal. Le biais, la distance va augmenter, donc la longueur d'onde diffractée va augmenter. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on revient à notre caméléon? C'est ce qu'on va voir ici. Vous avez des matériaux qui sont verts, ils sont rouges. Vert parce que la distance est petite, rouge parce que la distance est grande. Maintenant, si je tire sur ce matériau, qui a des propriétés élastiques, qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais tirer sur un matériau? Je vais changer la distance entre les billes. Et si je change la distance entre les billes, de vert, il passe au bleu. De rouge, il passe à vert. Ça, c'est ce qu'on appelle des propriétés mécanochromiques. C'est la mécanique qui change la couleur, parce que la mécanique change l'organisation de la matière. C'est typiquement ce qui se passe sur la peau du caméléon. La peau du caméléon, vous avez des points blancs qui sont des cristaux de guanine, un acide aminé. Ces cristaux de guanine sont organisés sous la forme d'un hexagone. Ce point blanc, ce colloïde blanc ici est entouré de 6 points blancs, donc un hexagonal compact. Lorsque le caméléon va contracter sa peau ou se relaxer, il va changer l'organisation d'hexagone en cubique. Vous voyez, ça forme un cube. Et donc, vous changez la distance, puisque la diagonale d'un cube, ce n'est pas la même chose que la demi-diagonale d'un hexagone. Et donc, vous changez la distance et vous changez la couleur. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos matériaux. Nos matériaux sont organisés à l'équilibre sous la forme d'un hexagone. Lorsqu'on tire dessus, on forme un carré et on change la couleur. Et chose intéressante, c'est que la déformation, elle apparaît à 10% à peu près d'étirement. Et 10% d'étirement, c'est la déformation de la peau. Donc là, typiquement, l'idée derrière, c'est de fabriquer des revêtements ou des cosmétiques qui vont changer de couleur en fonction de la déformation de la peau ou en fonction de l'hydratation. Parce que je ne l'ai pas dit, mais les éponges peuvent se gonfler, se dégonfler. Donc en fonction de l'hydratation de la peau, les éponges vont pouvoir augmenter ou se gonfler, diminuer de taille et donc changer la couleur du cosmétique, par exemple. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça a été fait par exemple avec Christian Dior, avec LVMH, le groupe LVMH et Christian Dior. Donc, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. J'ai encore un peu de temps? 5 minutes. Les arbres. J'adore les arbres. Les arbres, c'est magique. Sincèrement, c'est magique, les arbres. Pourquoi c'est magique, les arbres? Ça, c'est quoi, ça? C'est une feuille. Ça serait trop simple. J'espère qu'en prépa seconde, vous savez ce que c'est une feuille. Si on va un peu plus loin, rappelez-vous le 8 de départ, là. L'abstraction biologique. Qu'est-ce qu'elle fait, la feuille? C'est quoi une feuille? D'accord, c'est une feuille. Mais ça sert à quoi, la feuille? Ça fait la photosynthèse. On avance. La photosynthèse, c'est quoi, la photosynthèse? Ça sert à quoi? Et ça crée de l'énergie. Ah, ça, c'est une des premières fois qu'on me sort que ça crée de l'énergie. Très bien. Ça crée quoi comme énergie? Tu m'as dit que ça crée de l'énergie. Bon, quelle énergie? Ah. Ça crée de la matière organique. Alors ça, déjà, on voit qu'on est dans un niveau un peu plus élevé que d'habitude, que le collège ou... c'est que généralement, on me dit que la photosynthèse, ça sert à respirer. C'est vrai. La photosynthèse, ça sert à respirer. La photosynthèse, on en a toujours parlé, la forêt amazonienne, le poumon de la Terre, ça crée de l'oxygène. Très bien. Mais l'herbe que vous avez ici, elle fait de la photosynthèse. La feuille d'arbre qu'elle fait là, elle fait de la photosynthèse. Le champ de maïs que vous avez quand vous sortez de peau, il fait de la photosynthèse. Pourquoi il fait de la photosynthèse? Il fait de la photosynthèse pour faire de l'oxygène, mais pour fabriquer de l'énergie. Et de l'énergie organique. Le sucre. 6H2O plus 6CO2 donne C6H12O6, une molécule de glucose, qui est la façon dont le vivant a choisi de stocker l'énergie du Soleil, qui est le seul entrant à la surface de la Terre. Tout à l'heure, je vous disais qu'on a un système qui est fermé, je vous ai menti. Un système fermé, il n'y a pas d'entrant. À la surface de la Terre, il y a un seul entrant, l'énergie du Soleil. Et donc, le vivant a développé une capacité de capter cette énergie du Soleil et de la transformer en énergie.
mais de l'énergie pas électrique, pour recharger un smartphone ou faire circuler une voiture. Il a choisi de stocker l'énergie du soleil sous une forme de sucre, le glucose, et ce glucose, il sert à quoi? Il sert à faire croître les végétaux, il sert à alimenter les animaux, en dénaturant le sucre et en libérant de l'énergie. Donc le vivant, il a choisi de faire la photosynthèse pour produire de l'oxygène, ce qu'on me dit la plupart du temps, ça c'est vrai, mais à côté de ça, pour respirer, important hein, pour le vivant, mais surtout aussi pour fabriquer des molécules organiques, carbonées, qui sont le mode de stockage de l'énergie du soleil pour que le vivant puisse se nourrir, grandir, se développer. Quand vous mangez une feuille de salade, la feuille de salade, elle a fait de la photosynthèse, elle s'est développée. Quand vous voyez une graine qui est en train de pousser, elle germe, ensuite elle se développe grâce à la photosynthèse. Elle capte l'énergie du soleil, les pousses, les semis sont verts. Ils sont verts parce qu'il y a la chlorophylle. La chlorophylle capte l'énergie du soleil, transforme le CO2 et l'eau en molécules organiques qui lui servent à grandir, à se construire, et ensuite, nous, à manger. Manger la tomate, manger la salade, manger l'haricot vert, et ainsi de suite. Donc c'est la forme de stockage de l'énergie que le vivant a trouvée. Ce n'est pas de l'énergie électrique, c'est de l'énergie moléculaire. Donc ça veut dire quoi? C'est une usine. Pour moi, c'est une usine de production d'énergie. Une feuille, c'est une usine de production d'énergie. Je regarde ça de manière très technologique. Hein. Ça produit de l'énergie. Ça produit de l'énergie, et donc, est-ce qu'on ne peut pas mimer ça? Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire au labo, on essaie de faire de la photosynthèse artificielle. Utiliser les mêmes processus, mais développés par la biologie, mais avec des approches très technologiques. Donc, on va, au lieu d'avoir une feuille, on a un panneau photovoltaïque. Au lieu d'avoir de la chlorophylle qui va combiner le CO2 avec l'eau pour fabriquer du sucre et de l'oxygène, on va avoir un électrolyseur, un dispositif, avec une anode, une cathode, qui, lorsqu'ils vont être immergés dans l'eau, la molécule d'eau va être cassée, mais comme la photosynthèse. Hein. La première étape de la photosynthèse, c'est H2O qui libère de l'oxygène pour libérer des protons. NADP donne NADPH. Et ensuite, NADPH va permettre de réduire le CO2. Et donc, nous, on casse la molécule d'eau d'un côté, on génère de l'oxygène, on libère des protons, les protons passent à travers une membrane, ils vont à une cathode. À la cathode, ils permettent de réduire les protons en hydrogène, qui sert à faire circuler le bus de Pau, le phébus, c'est ce qui se passe. Ou alors qui permettent de réduire le CO2 pour fabriquer des molécules d'intérêt pour l'industrie chimique et substituer les énergies fossiles dans toute l'énergie ou dans tous les matériaux que vous avez autour de vous. Tout à l'heure, je vous parlais des plastiques. Tous les plastiques que vous avez autour de vous viennent du pétrole. Plus de pétrole, plus de plastique. Plus de plastique, plus de vêtements, plus de peinture, plus de pneus, plus rien du tout. Donc, à un moment donné, s'il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de matériaux. Parce qu'il n'y a plus d'énergie, mais il n'y a plus de ressources. Donc, il faut trouver un substitut. Et là, le vivant, qu'est-ce qu'il fait? Il va capter le CO2 de l'air et il fabrique des matériaux. Donc, imaginez que dans 20 ans, vous soyez capable de développer un système qui va capter l'excès de CO2, parce qu'il faut du CO2, l'excès de CO2 qui est dans l'atmosphère, et avec cet excès de CO2, grâce à un dispositif alimenté par l'énergie du soleil, vous fabriquez des molécules qui sont des molécules de base pour fabriquer des plastiques, pour fabriquer des médicaments, pour fabriquer des peintures, pour fabriquer plein de choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse artificielle et que l'on essaie de développer au labo. Tout ça, derrière ça, il y a des molécules qu'on appelle des enzymes, et je vais passer très vite. Ces enzymes, je vous en ai parlé, c'est la chlorophylle. La chlorophylle, c'est cette molécule-là. C'est un centre catalytique où il y a un atome de magnésium et il y a autour de ça une couronne qu'on appelle évidemment, j'ai perdu le nom, un ligand organique. Ça y est, j'ai perdu. Je ne vais pas y arriver. Mais si vous regardez, par analogie, c'est très très proche de cette molécule. C'est quoi cette molécule-là? Ça, c'est l'hémoglobine, ce que vous avez dans votre sang. La différence, c'est quoi principalement? C'est que le magnésium a été substitué par un fer. Mais autrement, tout le ligand de la porphyrine, ça y est, j'ai trouvé, le ligand qui est autour, qu'on appelle une porphyrine, c'est quasiment la même chose. À part que cette porphyrine ici, elle a des fonctions acide carboxylique. Alors peut-être que ceux qui sont en prépa, ça vous dit quelque chose. Acide carboxylique parce que ça va être soluble dans l'eau de votre sang. La porphyrine qui est ici de la chlorophylle, elle va développer ici une chaîne carbonée, une chaîne ester, et cette chaîne ester empêche que la molécule soit soluble dans l'eau. Parce qu'évidemment, il ne faut pas que la chlorophylle qui est présente à la surface de la feuille puisse être lessivée à la première pluie. Donc vous avez quasiment le même matériau, simplement il y a une petite fonctionnalité qui a changé de manière à avoir une propriété différente. Donc hémoglobine, chlorophylle, c'est quasiment les mêmes choses. Simplement ce qui a changé, c'est le métal.
je jump facilement, vite, hop. Ah, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est le tableau périodique qu'on a vu de tout à l'heure. Il n'est pas tout à fait pareil. Tout à l'heure, le tableau périodique, toutes les cases avaient la même surface, la même dimension. Ce tableau périodique, c'est un tableau périodique qui tient compte de l'abondance des éléments à la surface de la Terre. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez en gros là? Carbone, hydrogène, oxygène, boum. Et pourquoi ils sont gros ces atomes-là? Ben parce que c'est la photosynthèse. On vient de dire que la photosynthèse, c'est combiner du CO2 avec de l'eau pour fabriquer des sucres, des molécules organiques. Ben, le vivant, il utilise des ressources qui sont abondantes. Carbone, hydrogène, oxygène. Terminé. Le lithium que vous avez dans vos batteries, là, ou dans les véhicules que vous allez trouver, ben, il n'est pas trop... il est abondant quand même. OK. À part qu'on oublie de dire que le lithium, en face, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un électrode de cobalt. Vous cherchez le cobalt dans le tableau périodique? Alors, il est sombre, on ne le voit pas beaucoup. Je vais vous montrer un autre tableau un peu plus visuel. Hop. Celui-là. Vous me cherchez le cobalt, s'il vous plaît? Si vous ne savez pas où il est, vous n'avez pas trouvé. Il va falloir 2 minutes. Je vais vous aider. Il est là, le cobalt. Et puis, dans les batteries, il faut du nickel. C'est là. Et puis, pour transporter l'électricité, il faut du cuivre. Parce qu'il faut quand même des câbles. Quand vous allez mettre la voiture et que vous branchez la voiture, il vous faut un fil de cuivre. Et le cuivre, il n'y en a pas des tonnes à la surface de la Terre. Il n'y en a pas beaucoup. Et on en a déjà quand même puisé pas mal. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on va arriver à des limites. On va arriver à des limites où on ne pourra pas tout faire. Ou du moins, on ne pourra pas faire exactement ce qu'on faisait avec du pétrole. Ça ne sera pas possible. Parce qu'en plus, le cuivre, ben, le cuivre, vous ne l'avez pas dans votre jardin. Alors on entend parler des sources de lithium. Oui, pas. On entend parler du lithium en France. Il y a des mines de lithium en France. Ouais. Alors, si on parle de proportion, parce que c'est quand même important, pour électrifier toute la mobilité en France, il faudrait tout le lithium produit à l'heure actuelle à la surface de la Terre. Et pour le cobalt, il faudrait multiplier la production de cobalt par 2. Donc ça veut dire, demain, vous n'aurez pas tous une voiture électrique. Donc ça veut dire qu'il y en a qui vont aller à vélo. Et puis, quoique certaines personnes aient dit, je pense qu'il y en a qui vont même aller en calèche et en cheval. Comme les Amish. Alors, peut-être pas vous, hein, mais à un moment donné, ça sera quasiment inévitable, parce qu'il n'y aura pas assez. Il n'y aura pas assez. Il n'y aura pas assez, pourquoi? Parce que, alors je vais passer là-dessus, parce qu'il faut que je finisse, parce qu'encore une fois, et ça sera le dernier message, même s'il y avait des choses intéressantes à parler, hop, hop. Ah si, c'est là. Parce qu'on vit là. Et encore une fois, ça, c'est un système fermé. Et quand on parle de système fermé, il y a une personne qui s'appelle Lavoisier, qui a à peu près il y a 150 ans, qui a simplement dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Donc ça veut dire que tout ce qu'on va fabriquer, c'est parce qu'on a des ressources qui sont présentes. Et on ne pourra pas imaginer autre chose. On pourra les transformer, on pourra surtout les recycler. Donc c'est pour ça que le recyclage est hyper important. Le cuivre, je voulais focaliser sur le cuivre. Vous savez d'où il vient le cuivre que vous avez là, dans vos fils électriques? Il vient du désert d'Atacama, Amérique du Sud. Un désert, d'accord? Vous savez combien il faut de litres d'eau pour extraire 1 kg de cuivre? 4 mètres cubes d'eau pour 1 kg de cuivre. Mais de l'eau pure, pas de l'eau salée. Vous savez comment on désalinise l'eau? Avec une centrale à charbon qui va désaliniser l'eau de mer qui est pompée dans l'océan Pacifique. Le sel va être rejeté localement, donc la saumure va changer la biodiversité parce que la concentration en sel va augmenter. Encore si c'était que ça, ça pourrait aller. Mais le charbon, il n'y en a pas hein, au Chili. Le charbon, il vient d'Australie et il vient de Chine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour fabriquer un fil de cuivre, il faut qu'on extrait du charbon en Chine ou en Australie, qui soit transporté au Chili. Au Chili, il sert à alimenter une usine qui va désaliniser l'eau, qui va être pompée pour être amenée à 4000 mètres d'altitude dans le désert d'Atacama, où là, il va falloir 4 mètres cubes d'eau pour sortir 1 kg de cuivre. C'était à peu près concevable jusqu'à maintenant, avec toutes les dérives que ça a générées. Je ne suis pas persuadé que ça soit encore souhaitable dans le futur. Donc, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'entrant. Et puis là aussi, pour finir quand même sur une note un peu plus gaie, mais vous avez du dinosaure en vous. Ben oui, vous avez du dinosaure. Il n'y a pas d'entrant.
Il n'y a que de la lumière qui rentre. La matière dont vous êtes constitué, elle était déjà là au temps des dinosaures. Alors vous avez du carbone de dinosaures en vous. Ça veut dire que lorsque les dinosaures ils ont disparu, ils sont devenus de la matière organique, ils ont servi à alimenter un sol a fait un végétal a été mangé par un animal, vous l'animal, vous l'avez mangé la vache. Ben voilà, donc vous avez du carbone en vous. Donc ça c'est le côté recyclable du vivant. Le vivant recycle la matière. Il n'y a pas de déchets, tout se transforme, rien ne se crée, rien ne se perd. Merci.